tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau journal sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 5 juillet. Monaco prend la présidence de l'ICRI, l'International Coral Reef Initiative. Vous en saurez plus dans ce journal. Nous reviendrons sur le 32e rendez-vous des adhérents du Monaco Economic Board. L'inauguration du jardin thérapeutique sensoriel hier au centre Régnier 3, un jardin à destination notamment des patients atteints d'Alzheimer. La remise des diplômes de la première promotion de la FIPAC, la formation internationale professionnelle des artistes de chœur. Et notre focus info du jour est consacré aux 8 ans de la maison de vie de Fighteds Monaco. Nous ouvrons donc ce journal en prenant la direction de Paris après 2 ans de mandat à la tête de l'International Coral Reef Initiative. C'est au tour de la principauté de l'Indonésie et de l'Australie d'assurer conjointement ses fonctions. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a assisté à cette cérémonie de passation. Voyez le reportage sur place d'Alexandra Pani et de Serge Prémont. Les coraux sont un maillon indispensable pour l'équilibre biologique des océans. Leur formation massive offre une barrière efficace, absorbant les éléments venant du large, comme l'énergie des vagues, et concourt ainsi à la réduction de l'érosion des côtes. Dans ce labyrinthe calcaire, une biodiversité très riche cohabite. C'est pour protéger cet important patrimoine que l'International Coral Reef Initiative a été créée en 1994. Ce partenariat rassemble à la fois des gouvernements, organisations internationales et ONG. Pour la 3e fois depuis sa création, la France a assuré pendant 2 ans son secrétariat. La France a un des plus grands réseaux maritimes au monde. Nous avons beaucoup de territoires dans les Outre-mer qui sont extrêmement riches du point de vue de la biodiversité. Et c'est pour cette raison-là que la France a tenu à jouer un rôle moteur sur la protection des récifs coralliens. Et je parle du rôle moteur de la France, mais vous savez que Monaco, et en particulier le Prince Albert II, a un véritable leadership, une vraie autorité sur cette question-là. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement heureux que ce soit à Monaco, mais aussi à l'Australie et à l'Indonésie, que soit transmis le flambeau, parce que je sais que beaucoup d'initiatives vont pouvoir naître. Et nous, en France, cette initiative, l'ICRI, nous a donné aussi des pistes concrètes de travail sur lesquelles nous voulons continuer à œuvrer. Et donc la France sera au rendez-vous aux côtés de Monaco, de l'Indonésie et de l'Australie. Mais aujourd'hui, nous lançons un grand plan en faveur de la préservation de la biodiversité et qui va s'attaquer en particulier à cette question-là, à la question de la protection des récifs coralliens. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison-là que je tenais à être là aujourd'hui. Préserver et gérer durablement les récifs coralliens et les écosystèmes associés sont depuis longtemps une priorité pour Monaco. En cette année 2018, désignée comme l'année internationale des récifs coralliens, c'est au tour de la principauté de prendre conjointement la tête de l'ICRI aux côtés de l'Australie et de l'Indonésie. On a eu un très bon rapport du professeur Plan ce matin sur le fait que tout n'est pas perdu, qu'il y a des écosystèmes coralliens qui arrivent à résister et qui arrivent même à résister au-delà de nos espérances. Mais il y a quand même des récifs coralliens qui souffrent, qui sont bien sûr pas uniquement les épisodes de blanchissement, mais d'autres épisodes, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui prennent le pas sur d'autres, et des espèces de coraux qui disparaissent. Et donc de mieux comprendre tous ces phénomènes, de mettre en place des outils performants qui puissent mieux protéger tout cela et surtout d'associer le plus grand nombre de pays. Un nouveau secrétariat qui s'appuiera donc sur 5 grandes priorités et qui rejoint la déclaration Coral Reef Life lancée en octobre 2017 par le prince souverain et le prince de Galles à l'occasion de la conférence Our Ocean à Malte. Cette mandature est ainsi une suite logique aux nombreuses actions menées par Monaco dans la préservation des océans. Et plus tôt dans la matinée, comme vous allez pouvoir le voir sur ces images, le prince souverain a participé à l'Assemblée générale du Conseil international des sciences qui se déroulait sur 2 jours à la Maison des Océans à Paris. Un rendez-vous en présence de nombreuses personnalités du monde scientifique et d'organisations internationales.
Le 32e rendez-vous des adhérents du MEB a réuni près de 300 acteurs économiques de la principauté en début de semaine au Monte Carlo Beach. L'occasion pour eux de développer leurs opportunités d'affaires. Plus de détails dans ce reportage de Christine Datomel. Soutenir le développement des entreprises et séduire de nouveaux investisseurs, tels sont les objectifs du Monaco Economic Board qui fait rayonner le dynamisme économique de la principauté. Dans ce sens, ce ne sont pas moins de 30 opérations qui ont été organisées depuis le début de l'année à Monaco et à l'étranger. Et les rendez-vous B2B ont permis aux entrepreneurs de Monaco de se rencontrer et de partager leurs expériences. Le B2B, s'il ne plaît pas aujourd'hui, il ne plaira jamais parce qu'un B2B avec une vue aussi merveilleuse qu'il y a ce soir sur la mer Méditerranée, installée dans un endroit magique entre eux, effectivement, c'est une chose que nous faisons 2 fois par an parce que nous ne voulons pas que ça soit trop récurrent. On veut que ce soit quelque chose d'un peu exceptionnel où les personnes qui se rencontrent aient vraiment un intérêt réel à se rencontrer, à essayer de faire des affaires ensemble, de prendre des contacts importants ensemble. Constamment au contact des entreprises, c'est tout naturellement que le MEB, qui adhère aux nombreuses initiatives de développement du gouvernement, a décidé lors de cette soirée au Monte Carlo Beach de mettre en avant le pacte national pour la transition énergétique. La transition énergétique, c'est l'affaire de tous. Donc on a besoin à la fois que les résidents, les salariés de Monaco, mais aussi les entreprises s'impliquent, en plus des associations et des institutions et du gouvernement. Et donc le MEB a adhéré d'abord au pacte national pour la transition énergétique et par son réseau, par ses adhérents, peut promouvoir et nous inviter à promouvoir le pacte auprès de ces entreprises. Quelles sont les questions les plus récurrentes ? On a beaucoup de questions sur le recyclage, comment ça se passe, quelles sont les nouveautés, est-ce que le carton va être ramassé, des nouveaux bacs installés. On a aussi des questions sur le futur arrêté sur le bâtiment parce qu'on a aussi des entreprises du bâtiment qui veulent offrir aussi des solutions aux futures lois qui vont sortir pour économiser l'énergie et développer le renouvelable. Donc voilà, un peu tous ces sujets reviennent. Dans un monde en constante évolution, le MEB se déplacera en septembre à Pékin avant de se rendre à Hanoï au mois de novembre prochain. Inauguration hier au centre Régnier 3 d'un jardin thérapeutique sensoriel. Source de plaisir et de découverte, ce jardin doit permettre aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer de se sentir mieux dans leur tête, mieux dans leur corps et mieux dans leur vie. Dominique Poulain vous en dit plus. Ce jardin ressemble à tant d'autres, mais il n'est pourtant pas ordinaire. Ici, ceux qui en profitent souffrent de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Nous sommes dans le jardin thérapeutique sensoriel du centre Régnier 3. Cet espace de 140 mètres carrés vient d'être inauguré. Il a vu le jour grâce à la persévérance de certains soignants convaincus des bienfaits de l'ortithérapie, le jardinage à des fins thérapeutiques. Cela semble magique. Pourtant, de nombreuses études démontrent l'intérêt de ces jardins. On utilise ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Donc effectivement, il y a une participation de thérapeutique, on va dire, ancienne, les médicaments qu'on utilise, bien entendu. Mais il y a toute une réflexion sur les thérapies non médicamenteuses dans ces pathologies qui est importante dans la prise en charge des troubles du comportement surtout. Avoir un espace à l'extérieur et avoir une possibilité de sortir les patients de l'unité, oui, c'est quelque chose qui marche. Quand vous avez quelqu'un qui est agité, qui est opposant, on sait que déjà le fait de le faire sortir de l'unité, de le mettre dans un cadre où il va voir d'autres choses, où il ne va pas avoir l'impression d'être à l'hôpital, c'est-à-dire pas avoir cette impression d'enfermement, oui. Et puis là, on est tout content d'avoir ce nouvel outil, donc on va pouvoir l'utiliser encore plus. Il a été aménagé, on vient de terminer l'aménagement. Des allées contournent des jardinières ou des parcelles garnies de fleurs, de plantes aromatiques, de galets, de cailloux et de copeaux de bois. L'objectif est de promouvoir le bien-être des patients, de stimuler leurs sens, leurs émotions et leur mémoire et de diminuer aussi leur stress, de leur donner une raison de vivre. Les plantes, elles ont fait l'objet d'une réflexion effectivement au niveau des couleurs, au niveau des senteurs, donc avec toute une réflexion au niveau de ce que ça peut amener au niveau sensoriel
au niveau des émotions aussi que ça peut générer, et aussi bien au niveau des couleurs donc, que des senteurs, aussi du toucher aussi, parce que les gens peuvent être amenés à les toucher. Donc effectivement, c'est toute une réflexion que les jeunes ont menée en lien avec les soignants pour essayer d'être au plus proche de la pratique quotidienne et de ce qui pourrait être bénéfique pour les patients. Autre personne impliquée dans ce projet, des élèves du lycée Albert Ier. Ce sont eux qui ont imaginé ce jardin avec l'aide de leur professeur d'histoire géo et en partenariat avec le personnel soignant de l'unité. Avec notamment donc, cette aide médicale aussi qui nous ont dit que la maladie d'Alzheimer elle touchait vraiment tout ce qui était sensoriel, et donc on s'est dit cette idée des copeaux, des cailloux et de l'eau aussi, des sensations différentes, ça nous est venu à l'idée, ça nous a paru une bonne idée. Au fond du jardin, un kiosque pour rappeler l'aspect convivialité. C'est un endroit où les patients peuvent se rassembler et accueillir leurs familles et leurs proches. Retour à présent sur la remise de diplômes aux élèves de la première promotion de la FIPAC, la formation internationale professionnelle des artistes de chœur. Cette année, 7 jeunes chanteurs ont bénéficié de cette formation unique en Europe. Le reportage de José Sacré. En 2017, sur une idée de son directeur Jean-Louis Grindin, l'Opéra de Monte-Carlo, l'Académie Régnier III et la mairie de Monaco ont ouvert la première promotion de la FIPAC Monaco. Le FIPAC, c'est la formation internationale pour les professionnels artistes de chœur. Donc c'est la première fois qu'on fait cette formation à Monaco et je pense en Europe. C'est une formation qui est vraiment réservée pour les chanteurs qui ont déjà un diplôme de conservatoire ou supérieur pour se spécialiser pour devenir un artiste de chœur. Donc ils travaillent la technique chorale, ils travaillent les langues, ils travaillent répertoire, connaissances. Ils travaillent le travail sur scène pour les choristes, parce que c'est un peu différent qu'être soliste quand tu es seul sur scène ou si tu es dans un chœur et tu as affaire avec autres gens autour de toi. Pour plus d'efficacité et de suivi, l'effectif étudiant de la FIPAC est restreint, pas plus de 12 élèves. Cette année, elles étaient 7 jeunes femmes, 4 sopranos et 3 mezzo-sopranos à recevoir leur diplôme. J'étais déjà en formation à Genève, à la Haute École, et je cherchais justement une formation qui pouvait concrétiser ma volonté d'être choriste professionnelle, et ça n'existait pas. Et avec la FIPAC, justement, j'avais l'occasion de me former comme choriste professionnelle, et ça, c'était vraiment un atout et un avantage de cette formation. Elle forme le choriste, le futur choriste, à quelque chose de très concret, avec beaucoup de cours sur la mise en scène, sur le déchiffrage, sur la phonétique, sur le théâtre. C'est un cursus extrêmement dense, et ça nous permet à nous de ressortir de cette formation avec vraiment toutes les cartes en main pour avoir un travail rapidement après. Moi, je viens du Mexique. Ça fait 4 ans que je suis en Europe. Je suis à Monaco. J'ai fait mes études à l'Académie de musique. Et toujours toute ma vie, j'ai chanté dans des chœurs, soit à la chorale avec les enfants ou soit avec les adultes. C'est ma vie, j'adore faire de la musique ensemble avec des autres voix, ça crée des sensations dans le corps et aussi des sentiments aussi, être toujours accompagné, entouré avec des autres voix. C'est une très belle expérience. Voilà pour cette remise de diplôme à l'Opéra de Monte-Carlo. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. L'opération Sauver le cœur des femmes a pour objectif de sensibiliser les femmes au risque de maladies cardiovasculaires. Ce jeudi, 2 chèques de 20 000 € ont été remis au centre hospitalier Princesse Grace et au centre cardio-thoracique de Monaco, en présence du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. Vous le voyez sur ces images. Comme chaque 4 juillet, l'Amérique était à l'honneur au Stars & Bar. À l'occasion de ses 25 ans, le restaurant a célébré de plus l'indépendance des États-Unis. Près de 1000 personnes s'étaient donné rendez-vous. Structures gonflables, food stand, musique live et danseurs cow-boys étaient au programme de ce double anniversaire.
nous allons nous rendre à Carpentras. C'est ici que la princesse Stéphanie a concrétisé l'un des projets phares de l'association Fight AIDS Monaco qu'elle préside. La maison de vie a vu le jour il y a 8 ans, un anniversaire qui vient d'être fêté dignement. Le reportage à Carpentras de Patricia Navarro et de Sylvain Péroumal. La lavande et le chant des cigales nous rappellent que nous sommes en plein cœur de la Provence, à quelques kilomètres du centre-ville de Carpentras, dans la campagne. Une douce sérénité se dégage de cette grande maison construite il y a maintenant 8 ans. La maison de vie est un havre de paix où les personnes vivant avec le VIH-Sida et leurs proches peuvent venir se ressourcer. Depuis sa création, la maison a accueilli plus de 1000 personnes. Didier Rouault est le maître des lieux et avec son équipe composée de salariés mais aussi de bénévoles, ils font preuve d'un engagement sans faille pour proposer des séjours synonymes de parenthèse enchantée. Et depuis ces dernières années, la maison de vie a dû repenser ou tout du moins élargir son offre d'activités pour accueillir des personnes plus âgées. La prise en charge des personnes VIH change. Maintenant, elles vont relativement mieux, même bien en termes de santé, mais il y a des difficultés qui s'annoncent, notamment le vieillissement. Le public VIH vieillit et avec le vieillissement, il y a les difficultés liées à ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire de gérer, vous savez, quand vous devenez âgé, vous êtes obligé de gérer quelquefois plusieurs pathologies. Et pour les personnes VIH, ça va être vraiment la problématique à résoudre, j'allais dire, dans les années futures. Et donc nous, on travaille en amont sur l'axe de la prévention, ce qu'on appelle la prévention secondaire, pour permettre aux personnes, je veux dire, d'éviter d'avoir ces pathologies associées, ou de les limiter ou de les contenir. De nombreux ateliers ainsi que des sorties sont proposés aux personnes qui séjournent ici en moyenne une quinzaine de jours. Et cette année, le 8e anniversaire de l'ouverture de la maison de vie a été placé sous le signe de l'art. Un groupe de résidents a été invité à créer des œuvres. Tous ont été guidés par un, l'artiste Stéphane Testa, la thérapie par l'art. Le résultat est bluffant et a donné lieu à une exposition. Ils sont sortis un peu du confort de leur vie, je pense, et de la mienne aussi d'ailleurs. Ça a été une expérience riche en émotions, très forte, on va dire à l'image de la météo qu'on a eue un peu locale et nationale à cette époque. Orage, pluie, soleil. Et c'est vrai que le matin, j'ai passé 10 jours avec eux, et le matin, je ne savais jamais comment j'allais les trouver en fait. En forme, pas en forme, le peps, pas le peps. Ça a été très très fort. Chaque artiste a emprunté une voie différente pour donner corps à ses œuvres, mais tous devaient suivre une thématique commune, le tri. Ça a remué des lignes chez moi, ça me permet de me recentrer et de me poser des vraies questions. Donc c'est le ménage. Le tri, c'est le tri dans ma vie de tous les jours, le tri par rapport à ce que j'ai reçu, un réveil. Donc ça a chamboulé beaucoup de choses. Je voudrais commencer par dire que je suis vraiment content d'avoir participé à cette expérience à la maison de vie, parce qu'on est resté 9 jours, 10 jours en immersion totale. Qu'on a une commande, qu'on n'était pas du tout d'ailleurs habitué à travailler ce genre de matériaux, et voilà, donc je pense qu'on a réussi à faire le travail. C'est quelque chose que je pensais faire un jour, mais j'aurais jamais pensé y arriver. Et pour la maison de vie, j'y suis arrivé. Donc j'ai réussi à sortir quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Et c'est grâce à la maison de vie surtout. La princesse Stéphanie, qui ne manque aucun des anniversaires de la maison de vie, a été impressionnée par le résultat du travail de tous ces artistes. Elle a pu échanger avec chacun d'entre eux lors d'un moment privilégié avant le vernissage de l'exposition. Je crois qu'on avait vu avec l'expérience à Fight AIDS Monaco, déjà avec Sérox Positive, que l'art leur permettait de sortir de leur isolement. Et c'est une bonne thérapie pour eux, même de découvrir des choses sur eux-mêmes et d'exprimer des choses. Et je crois que l'art est une manière très personnelle d'exprimer les choses, sans se dévoiler trop non plus, sans parole, sans avoir peur du jugement. On exprime juste ce qu'on ressent sur une toile ou quelque chose comme ça. Donc on a voulu reproduire ça ici dans le cadre de la maison de vie.
qui avec sa sérénité, son calme est propice à s'ouvrir. Et je pense que c'est tous les résidents qui ont fait chacun l'œuvre en venant de leur cœur, a pu repartir avec une autre vision d'eux-mêmes. L'art, un miroir magique, comme l'indiquait cette phrase, qui était là pour accueillir les visiteurs venus découvrir toutes ces œuvres. L'initiative de Feitets Monaco a d'ailleurs donné des idées à certains et par là même de nouvelles perspectives futures. Patrick, qui est l'un des artistes de cette exposition, envisage ainsi de créer à l'avenir un collectif d'artistes séropositifs pour les aider à sortir de l'ombre et exposer leur travail tout en promouvant la lutte contre le sida. Un mot de basket, l'AS Monaco a dernièrement annoncé les prolongations de contrat du capitaine Amarassi et de DJ Cooper. L'amiral et le top passeur de Jeep Elite se sont engagés 2 années de plus avec le club de la Principauté. Et puis le tirage au sort de la 7 Days Eurocup a eu lieu aujourd'hui. Vous le voyez à l'écran, le groupe de la Roca Team, un plateau très relevé. Et voici à présent les prévisions météo pour cette fin de semaine. Vendredi, du soleil en prévision avec des températures allant de 20 à 27 degrés. Samedi, le temps deviendra plus maussade avec des orages et le thermomètre quant à lui sera stationnaire. Dimanche, quelques nuages insignifiants avec un mercure pratiquement identique à la veille. Lundi, le ciel sera partagé entre apparition du soleil et quelques nuages. Et enfin mardi, pas de grands changements avec des températures qui resteront très chaudes. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information continue sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet le www.monacoinfo.com. Très belle soirée à tous.